La question que nous voulons approcher dans cette troisième et dernière séquence, c'est celle de la dépense publique et de ce que nous appelons facilement l'addiction. Charles de Courson d'abord. Chers amis, qui détient en Europe la médaille d'or de la dépense publique? C'est la France. Avec quelle part de sa richesse nationale en dépenses publiques? 56,3%. Voilà, et on continue, hein. On continue à monter. Lentement, mais sûrement. Alors, si on veut sortir de cette addiction largement partagée, à gauche, à droite et au centre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la première chose à faire, c'est de combattre l'idéologie de la dépense publique. Elle est fondée sur quoi, l'idéologie de la dépense publique? Sur, premièrement, l'idée que plus on dépense, plus on va assurer la solidarité et la cohésion nationale. Cette idée est fausse. Si elle était vraie, raisonnons par l'absurde, la France devrait être le pays le plus solidaire et le plus égalitaire d'Europe. Nullement. La pauvreté augmente en France, les inégalités augmentent, donc ce n'est absolument pas le niveau de la dépense publique qui assure la cohésion sociale. Deuxième idée à dénoncer, c'est que, c'est la théorie keynésienne, c'est que c'est formidable la dépense publique parce que ça soutient la croissance et l'emploi. Totalement faux, pour une raison très simple, c'est qu'en économie ouverte, quand vous relancez à coup de déficit budgétaire l'activité économique, eh bien vous favorisez l'importation dans un pays peu compétitif qu'est la France. Donc cette idéologie liant le niveau et la croissance de la dépense publique à la croissance économique française et à l'emploi est totalement fausse. Et puis, il y a un troisième élément de l'idéologie de la dépense publique, c'est de dire plus on dépense, meilleurs seront nos services publics. Mais est-ce que c'est vrai? Je vais vous prendre un ou deux exemples. L'éducation nationale. Quand vous essayez de regarder d'une façon objective, qu'est-ce que vous constatez? C'est que, prenons l'enseignement primaire, les évaluations en entrée en sixième, on a une dégradation lente du pourcentage d'enfants qui ne savent pas correctement lire, écrire et compter à l'entrée en sixième. Et on a constamment augmenté, jusqu'il y a 5 ans, les moyens de l'enseignement primaire. Les taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par enseignant, n'a fait que baisser. Donc on devrait avoir une augmentation très importante. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. Donc on voit bien que cette idéologie de la dépense publique, il faut la combattre. La vérité, c'est que l'augmentation continue de la dépense publique en France, à coup notamment de transferts sociaux, mais pas uniquement, d'augmentation des transferts sociaux, a abouti à l'asphyxie du pays, a abouti à ce que la France est maintenant assez proche de la croissance nulle, puisqu'on va avoir 2 années, cette année et l'année prochaine, assez proche de zéro, et que notre croissance potentielle est estimée par l'Union européenne autour de 1 à 1%. La France, qui croissait il y a 30 ans, à entre 4 et 5%. Donc, si on veut plus de chômage, moins de solidarité, plus de gabegie, continuons. Donc, voilà, je crois qu'il faut être hard. Donc, c'est la première voie de sortie de l'addiction, combattre cette idée fausse que vive la dépense publique. Il faut dire non, il faut la faire régresser. La deuxième idée, c'est l'idée fiscale. Nous sommes des démocrates. Au niveau local comme au niveau national, nous avons toujours dit qu'il faut expliquer aux Français qu'il y a un lien entre le niveau de la dépense et le niveau de la pression fiscale. Ça vous paraît idiot et évident, mais ça n'a pas du tout été évident pendant des années. Pourquoi? Parce que la classe politique a refusé globalement la règle d'or. Et qu'il a fallu des années pour, in fine, grâce une nouvelle fois à l'Union européenne à travers le traité qu'on vient de ratifier, pour voir nos collègues socialistes qui avaient combattu nos amendements dans la loi organique, dans les réformes constitutionnelles pour instaurer la règle d'or, s'y rallier. Eh bien, on va s'en féliciter, mais maintenant, il faut en tirer les conséquences. Et deuxième chose, notre système de prélèvement obligatoire n'est pas un système démocratique. Parce que si vous voulez un système démocratique, il faut des impôts sanglants,
c'est-à-dire impopulaire, qui régule la dépense. Il faut réguler la dépense par la recette. Or, comment voulez-vous réguler la dépense par la recette? Je prends l'exemple local, la taxe d'habitation. Vous savez, en moyenne, combien sont exonérés de la taxe d'habitation? À peu près 20%, en moyenne. Et à peu près autant sont plafonnés. Vous avez des villes maintenant où 55 à 60% des citoyens sont soit exonérés, soit plafonnés. C'est-à-dire quand vous augmentez la taxe d'habitation, vous n'avez, moi j'ai une petite ville chez moi, il n'y a plus que 35% des citoyens qui la payent. Donc allons-y, puisqu'on a créé un système de dérégulation entre les impôts et la dépense publique. Deuxième exemple, l'impôt sur le revenu. C'est le seul impôt dont on parle en France. Alors ça, on se passionne pour l'impôt sur le revenu. On l'a miné. Il n'y a plus que 50% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. C'est un cas unique dans toutes les démocraties. Et en plus, on l'a miné. Je vous donne les chiffres. Il rapporte 55 milliards et l'ensemble des niches fiscales à l'impôt sur le revenu, c'est 45. C'est-à-dire que, grosso modo, il rapporterait à peu près une centaine de milliards s'il n'y avait aucune niche fiscale. Et qui profite des niches fiscales? Oh, des millions et des millions de Français. Mais avec une concentration chez les gens les plus élevés. Je dis toujours en riant, en France, il faut être soit pauvre, soit très riche. On a même trouvé des gens très riches dans les 100 revenus les plus élevés qui ne payent plus d'impôt sur le revenu, à cause de niche fiscale. Donc on voit bien que cette déconnexion entre la dépense et la recette est un élément central de la dérégulation du système de régulation démocratique de la dépense et de la recette publique. Et donc il y a deux impôts démocratiques. Je vais vous faire hurler, la CSG, parce que la CSG, 80% des Français la payent, elle est proportionnelle. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que la solution aux énormes problèmes financiers des conseils généraux, c'est de leur donner une part encadrée de la CSG avec péréquation. Et comme c'est l'impôt le plus impopulaire, je peux vous dire que là, est donné plus de liberté dans la gestion des prestations sociales. Même chose sur la TVA. D'ailleurs, on a été sidérés, les membres de l'opposition, de voir le gouvernement qui, après avoir dit, il n'y a pas 3 mois, jamais nous n'augmenterons la TVA est un impôt injuste, qu'est-ce qu'il nous propose? Une augmentation de 6 milliards de la TVA, comme ça, par un amendement gouvernemental qui a été arrivé mercredi en commission. Troisième, et je vous rassure, dernier élément, merci Charles, de résolution de l'addiction, en montrant que la poursuite de la hausse de la dette publique qui a été le facteur d'ajustement de la dépense publique pendant 30 ans, eh bien, elle aboutira à la destruction de la démocratie. Car une classe politique qui met en faillite son pays, comme la classe politique grecque l'a fait et la classe politique italienne, eh bien, cette classe politique, elle sera rejetée au profit d'un homme ou d'une femme forte. Et donc, est-ce qu'on veut maintenir la démocratie? Si on veut la maintenir, eh bien, il faut être sérieux. Sinon, il n'y aura pas de démocratie durable en France. Merci à toi. François, pour résoudre mes problèmes de temps, je propose que ce soit toi qui conclue tout à l'heure dans ton expression, si tu veux bien. Donc, je vais demander à M. Wilfried Montassier, qui a eu un micro dans son coin d'ailleurs, voilà, merci beaucoup, de prendre la parole. Conseiller général de Vendée et président de Vendée Expansion. Expansion, voilà. Vendée Expansion est une société d'économie mixte en charge du développement économique et de l'aménagement du territoire. Alors moi, je me sens un petit peu à la croisée de la table ronde précédente et de celle-ci, puisque en tant que conseiller général et à la tête de Vendée Expansion, je suis pour essayer d'améliorer le développement économique, l'aménagement du territoire de la Vendée. Et la question, moi, que je me pose, parce qu'on a fait de grandes ébauches de réformes institutionnelles, quelquefois, mieux qu'une réforme institutionnelle, il faut un bon contrôle de la Chambre régionale des comptes pour éviter la gabegie. Donc la question que je me pose, c'est comment bien investir 1 euro public, un denier public, pour qu'il soit efficace en termes d'aménagement du territoire et de développement économique. Réponse. Alors, comment? Parce que, comment? Non, mais sinon, ce qui menace, on est tous là pour la liberté d'entreprendre. Je crois qu'on est tous convaincus que ce sont les PME qui vont créer la richesse et les emplois de demain, qu'on a tous envie d'accompagner la TPE pour que l'artisan devienne entrepreneur et qu'on a tous envie d'avoir un aménagement de notre territoire sur le plan économique et industriel
harmonieux, équilibré, qu'il n'y ait pas que des grands pôles de concentration et un désert économique à côté. Donc moi je crois qu'il faut que la collectivité, dans l'approche de ce développement, elle est d'abord un souci de proximité. Moi je suis convaincu qu'il faut accompagner le développement économique au plus près des acteurs de terrain. Il y a des cultures de territoire, il y a des identités de territoire, les entreprises sont ancrées dans ces identités et il faut un niveau de décision et d'accompagnement proche pour maîtriser, comprendre et accompagner ce développement-là. Il y a une grande différence, je suis donc en Vendée, dans la région des Pays de la Loire, région assez hétérogène par ailleurs, évidemment. Il y a une grande différence, qu'est-ce que vous voulez, entre les chantiers navals, les raffineries de Donge, l'aérospatiale et l'entreprise familiale dynamique du pays des herbiers. Voilà. Donc, et jamais la région, et quelle que soit la couleur politique, ne contribuera au développement économique de ces territoires ruraux. Donc la proximité. Et ensuite, toujours dans un souci d'efficacité et d'économie, la mutualisation des moyens et les synergies de métiers. La vocation de Vendée Expansion, c'est d'avoir rassemblé, fusionné le comité d'expansion économique, la société d'aménagement SODEF, qui faisait de l'aménagement du territoire, aménagement de zones d'activité, zones d'habitation, négociation foncière, etc. Et en ce moment, le comité départemental du tourisme. Et ça permet, je pensais tout à l'heure à Stéphanie, qui ne savait pas à quelle porte frapper, de proposer aux porteurs de projets économiques un guichet unique et de lui présenter la palette des solutions et des réponses à son problème. Global. Il est pris en main, il est global, accompagné. c'est-à-dire économique, juridique, bancaire, social. Absolument. Et de mettre autour de la table toute l'ingénierie de projet dont il a besoin, et notamment les services de l'État. Donc ça, c'est l'accompagnement mutualisé et ça permet aussi, de facto, des économies réelles, c'est-à-dire qu'on fait mieux avec moins parce qu'on mutualise des fonctions transversales. Voilà, deux messages, proximité, mutualisation des moyens et synergie des métiers. Merci à vous, Monsieur Montassier. Madame Christine Fauquier, conseillère régionale de la région Centre. Alors, en ce qui concerne les régions, elles auraient plutôt envie d'augmenter leur budget que de les réduire, puisqu'elles se battent pour obtenir la gestion des fonds européens, ce qui serait une nouvelle vache à lait, et que c'est vrai que leur marge de manœuvre est faible. C'est tellement une vache à lait que l'ensemble des fonds n'est pas distribué, tellement on sait mal s'en servir. Il y a un reliquat très important, qui est à peu près de l'ordre de 25%. Voilà, mais elles disent que sur leur part à elles arrivent très bien en ce qui concerne le développement économique et la formation professionnelle, mais qu'elles géreraient sans doute beaucoup mieux si c'était elles qui le faisaient. Ça, c'est l'argument des régions. Et c'est vrai que leur marge de manœuvre est simplement sur la part régionale de la TIPP et les cartes grises, qu'elles augmentent d'ailleurs le plus possible. Mais bon, on sait bien qu'à un moment, il va quand même falloir faire des réductions des dépenses. Mais le souci, c'est que ça va nous obliger à avoir un autre mode de gouvernance. Parce qu'en l'état actuel, lorsque la région, alors moi j'ai parlé de la région Centre, décide de baisser les subventions qu'elle alloue au pays, aux politiques de cœur de village, qui sont quand même essentielles pour nos collectivités, elle le fait en commission permanente, avec un tiers des élus, sans presse et sans public. Donc, si on veut pouvoir gérer correctement et aboutir à des projets cohérents sur nos territoires, il va falloir effectivement associer dans cette réduction des dépenses, les départements, les communautés de communes et les agglos. Parce que ça devient insensé. Je vais vous donner un exemple. La CIMAC à Tours, donc la région, avec l'agglomération de Tours, décide de construire un centre international des musiques anciennes et contemporaines. Le projet est lancé, on est déjà à quasiment 1 million de dépenses. Puis d'un seul coup, l'agglo de Tours décide d'arrêter. On se retrouve sans CIMAC, avec 1 million de pertes. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc, parce qu'à partir du moment où nous, on serre une vis, il y a des répercussions effectivement sur les départements et les agglos, mais de même que lorsque les agglos décident de serrer la vis, ça a des répercussions sur nous. Donc, en attendant les réformes que Jean-Léonce Dupont a appelées de ses voeux et qui doivent être faites, si nous voulons vraiment être efficaces pour le moment, nous devons de toute façon associer nos partenaires.
Et je crois que c'est vraiment... et ça, on peut le faire tout de suite. Rappelez à nouveau, s'il vous plaît, qui sont nos partenaires dont vous parlez. Nos partenaires, quand la région... c'est le problème du millefeuille. On intervient au niveau des contrats de pays, essentiellement. On intervient avec les départements. On a des négos avec les agglos, les conseils généraux. Et puis, évidemment, avec l'État, il y a un contrat de plan État-région. Rien d'autre pour l'instant ? Je vous remercie infiniment, Madame Christine Fauquet. La parole est à Monsieur Mariton. C'est votre tour, cher Hervé. Merci beaucoup. Merci, en vous disant de nouveau bienvenue dans la Drôme. D'abord, pour sortir de l'addiction, il faut un peu le vouloir. Et pour ça, je pense qu'il faut une pédagogie constante et permanente. Quand on regarde la séquence sur l'hypothèse de nationalisation de Florange et le supposé consensus sur lequel certains s'étaient appuyés, la faible ardeur à dire que ce consensus était peut-être pas tout à fait là, on se dit qu'il y a encore beaucoup à faire pour expliquer à nos concitoyens que tout ne se résout pas dans l'intervention publique, la dépense publique. Alors peut-être dans d'autres formations politiques qu'au Nouveau Centre, on était un peu occupés pour nous exprimer assez là-dessus, mais enfin, un peu plus d'énergie eût été bienvenue. Il y avait un cloud, comme on dit, il y avait un nuage. Ça va se dissiper sans délai. Il faut le souhaiter. Alors, le deuxième point, c'est tout de même, pour sortir de l'addiction, il n'y a rien de tel que le travail, quoi. Et le travail, y compris en privant ceux qui la revendiquent de certaines qualités de sainteté. On n'est pas loin du commissariat ici, alors je vais encore aggraver vos affaires et il va falloir nous sortir vraiment par la voie des airs. Enfin, tout le monde sait en France que le temps de travail des policiers n'est pas considérable. Qu'il y a un certain nombre de professions supposées saintes, type pompier professionnel, dont l'organisation du travail autorise quelques marges de progrès. Vous ne voulez pas, Hervé, nous redire cette phrase tellement elle est jolie? Je pense qu'elle est assez transparente pour pouvoir provoquer beaucoup de problèmes. Que dans le domaine de la santé, il y a aussi, en matière d'absentéisme, quelques progrès à réaliser. Et ça, on le dit assez peu, parce que les trois domaines que je viens d'évoquer sont entourés d'une telle image de sainteté que imaginer que là, il y a des progrès de productivité, ça se dit avec... vous voyez, même moi qui suis un peu téméraire, j'ai cependant dit la phrase de manière un tout petit peu chantournée, oui, voilà, pour pouvoir rester vivant quelque temps. Sainte-Martine des 35 heures, vous voulez dire? Oui, parce qu'il faut aussi, évidemment, travailler plus et entre autres, dans la fonction publique. Le deuxième point, c'est qu'il faut aller plus vite, ça a été dit très bien tout à l'heure, mais y compris dans la vie administrative de notre pays. Et pour le coup, le cumul des mandats a une valeur pédagogique extraordinaire, c'est que ça nous permet tout de même de mesurer dans nos responsabilités locales le temps qu'il faut pour réaliser telle opération. Alors il y a peut-être l'idée parfois qu'au fond, la lourdeur administrative, les délais sont une manière de faire des économies. Enfin, c'est tout de même particulièrement gribouille, particulièrement malsain. Et imaginez que seule la lourdeur et le délai permettraient de gérer intelligemment l'argent public, c'est un raisonnement à la noix. On a besoin, c'est vrai dans la vie publique, c'est vrai dans l'économie d'entreprise, on a besoin dans notre pays d'aller plus vite. Et en réalité, si on s'y prend bien, ça permettra de faire des économies et ça peut être une manière utile de sortir de l'addiction de la dépense publique. Il faut aussi faire plus simple. Je pense que le gisement de la simplification administrative, alors on le dit depuis si longtemps et on a fait en réalité si peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si on ne veut pas capituler et renoncer absolument à un certain nombre de politiques publiques auxquelles on peut raisonnablement tenir, avec Charles, on sera d'accord pour dire que la politique familiale, c'est quelque chose d'important dans notre pays. Donc si on ne veut pas que demain, parce qu'on n'aura pas d'autre choix, les économies nécessaires se fassent de manière brutale, inconsciente, en capitulant sur des enjeux de politique publique auxquels nous croyons vraiment, eh bien, il faut changer le paradigme de l'action publique dans certains domaines et la simplification, à cet égard, est absolument indispensable. Voilà 3 idées, vouloir, travailler, aller plus vite, faire simple. Et puis tout de même, globalement, l'addiction, elle suppose tout de même un peu d'optimisme pour la vie. C'est aussi assez banal, mais quand on voit que la France est dans les sondages parmi les pays les plus pessimistes, enfin les Français, parmi les plus pessimistes du monde, peut-être que de temps en temps, plus que les Afghans, les Congolais, les Gabonais, très estimables, peut-être que de temps en temps, il faut prendre un peu de force pédagogique, surtout en début de mandat législatif, pour dire à nos concitoyens qu'il ne faut pas tout le temps brailler du noir
Juste une petite observation, c'est que Non, c'est je vous en vrai prie. que l'homme politique qui dit aux gens, vous êtes malheureux, il y a plein de gens dans la salle pour dire, ce type-là, il connaît la vraie vie, il vit avec nous. Le type qui dit de temps en temps, il y a peut-être une lumière, il faut essayer d'être optimiste, les gens vont dire, oh là là, il vit sur une autre planète. Eh bien, investissons dans un peu de risque à dire à nos concitoyens qu'il faut aussi avoir envie de bouffer le monde, qu'il faut un peu d'optimisme, un peu de sourire, un peu de sursaut. Je vous lis. C'est carré et ça tient bien, hein, vous êtes d'accord. Je vous lis depuis assez longtemps. Vous êtes réputé avoir une réflexion vraiment de haute intelligence. Ceci nous oblige à un devoir de réalité. Que pensez-vous que l'action publique, dans quoi elle a failli depuis si longtemps que nous soyons obligés de décennie en décennie de répéter ces choses qui finissent en effet, comme vous venez de le dire, par s'appel moral. Pourquoi n'a-t-on pas gouverné? Qu'est-ce qu'on n'a pas gouverné?